Bien noté. Good morning, planet. Bienvenue dans Good Morning Planet, le podcast de TAG. Pour parler aujourd'hui, je suis en compagnie de Xavier Rousset qui est responsable de la filière bois chez Terragri. Bonjour Xavier. Bonjour Adrien. Eh bien écoute Xavier, c'est un plaisir de t'avoir aujourd'hui pour parler du sujet qui intéresse beaucoup de propriétaires forestiers, qu'ils soient professionnels ou même particuliers. Quand je dis professionnel, c'est bien sûr tout ce qui peut être institutionnel, industriel, institutionnel. Parce qu'en fait, vendre ses bois, c'est bien, mais les vendre bien, c'est mieux. je te le fais pas dire. Et donc, c'est le sujet qu'on va aujourd'hui parler ensemble. Tu vas nous l'expliquer parce que ça fait quand même quelques années que tu fais ça, notamment dans le Nord-Est. Oui, et en prestation de service pour des industriels. Bien sûr. On travaille sur de l'approvisionnement de scieries chez Terragri, la vente de bois pour des propriétaires forestiers, c'est ça? Tout à fait. Et en complément, bien sûr, de la gestion forestière. Parallèlement à la gestion forestière, oui. C'est en fait finalement, d'ailleurs, est-ce qu'on peut dire que la vente de bois, c'est la finalité de ma gestion? Oui. Alors, tout à fait, c'est l'étape cruciale pour un propriétaire forestier qui souhaite obtenir des rendements. D'accord. C'est-à-dire que c'est de là que part un peu toute la partie réinvestissement qui sera possible sur la propriété. Sur la propriété sera à l'origine des coupes et des revenus des coupes qui vont arriver sur le massif. D'accord. Donc Xavier, je dis sur le Grand Est, donc Nord-Est, mais toute la France, hein. Toute la France, oui. Après, il n'y a pas vraiment de grandes différences entre les secteurs en France. La vente de bois, grosso modo, elle est structurée de manière à peu près homogène sur le territoire. Les scieries apportent bien localement, on a quelques petites différences, mais sinon dans l'ensemble, on est aujourd'hui en France sur de la scierie industrielle ou semi-industrielle, des styles, on va dire, de vente qui sont à peu près homogènes. Ok, très bien. Quels sont les différents types de vente de bois? Alors on a deux grandes catégories de vente de bois. Vous allez avoir ce qu'on appelle les ventes de bois sur pied et les ventes de bois bord de route. Mmh. Sachant que chacun de ces deux modes de vente aura ses sous-types, ses sous-catégories, avec ses subtilités, notamment liées à tout ce qui touche à la responsabilité de l'exploitation, à savoir, est-ce que c'est l'acquéreur des bois qui est responsable de l'exploitation, donc notamment toute la partie contractualisation avec les entreprises, respect du cahier des charges relatif à l'exploitation. D'accord. Donc si c'est plutôt l'acquéreur qui est responsable de tout ça, ou si c'est plutôt le vendeur. Alors ça c'est qui? C'est le gestionnaire forestier qui s'occupe de ça ou c'est le propriétaire? Alors en fonction, il y a pas une seule réalité. C'est-à-dire que vous avez des propriétaires forestiers qui font qui commercialisent les bois eux-mêmes, et vous avez des propriétaires forestiers qui passent par leur gestionnaire pour commercialiser les produits de leur vente. Avant de revenir aux deux grandes familles de méthodes de vente, je voudrais juste qu'on fasse une parenthèse sur ce sujet. Pourquoi je dois faire appel à un gestionnaire finalement pour vendre mes bois? C'est une vraie question parce qu'il va prendre des honoraires en fait. Donc il va me faire baisser le prix que j'aurais pu toucher moi-même. Alors là, on touche une corde sensible, bien que on pourra amener ça, on peut faire un parallèle avec ce qu'on connaît dans l'immobilier. C'est-à-dire que vous avez des personnes qui vont préférer passer par une agence pour la location de leur appartement. Quand vous voulez vous occuper de rien, quand vous pensez ne pas avoir les compétences pour vous occuper de la location, vous passez par une agence. Si vous avez le temps et les compétences pour le faire, vous occupez vous-même de la location de votre immeuble. Et bien en forêt, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire qu'en fonction des connaissances que vous avez, du temps que vous voulez y passer aussi, vous allez plutôt décider de réaliser la vente de vos bois tout seul, ou vous allez plutôt passer pour un gestionnaire. Sachant qu'encore une fois, il faut faire attention quand on vend les bois soi-même, en tant que propriétaire. C'est-à-dire qu'en face de vous, vous allez avoir des professionnels, des acheteurs qui travaillent pour de l'industrie, donc pour eux, le bois, c'est une matière première, donc c'est vraiment très important. Pour une industrie,
la première économie qui va se faire, c'est à l'achat de la matière première. Oui. Si vous perdez de l'argent à l'approvisionnement, on appelle ça l'approvisionnement, donc, si vous perdez de l'argent à l'approvisionnement, vous ne récupérerez jamais l'argent que vous avez perdu. Donc l'objectif vraiment pour un acheteur de bois, ça va être d'acheter le moins cher possible, Et comme dans toutes les industries, hein. comme dans toutes les industries. C'est vrai, à mon avis, pour le sable, c'est vrai pour le blé, c'est vrai pour, pour n'importe quelle matière première, c'est vrai pour n'importe quelle industrie qui cherche à se fournir. Elle doit acheter le minimum pour augmenter ses marges et je pense que c'est normal. Donc là, en fait, le gestionnaire vient me protéger C'est ça tout à fait. par la connaissance produit, en fait. Par la connaissance produit et par différents, comment dire, le gestionnaire aussi a tout un bataillon de contrats, de clauses qui sécurisent quand même le propriétaire dans la vente de ces bois. Mais encore une fois, si le propriétaire peut se faire accompagner d'un juriste pour le montage du contrat d'approvisionnement, même si le juriste n'a pas forcément les connaissances de toutes les subtilités d'un contrat de vente de bois, mais Il a les subtilités du contrat déjà. les subtilités, voilà, le fait de passer par un juriste va permettre au propriétaire de cadrer la vente. Pas dans ses détails, mais au moins dans l'ensemble. La vente est cadrée, le contrat est valable. Et après, toutes les subtilités, par contre, il faut avoir un peu un sens forestier qui va vous dire, eh ben voilà, qu'est-ce qui fait qu'une exploitation est réussie? Ce qui fait qu'une exploitation est réussie, c'est que les bois qui ont été coupés, c'était bien ceux qui avaient été marqués. Deux, que le débardage s'est effectué dans de bonnes conditions, enfin avant le débardage même l'abattage, que les consignes d'abattage ont été respectées. Quand vous avez imaginons vous avez des cloisonnements en forêt, il faut bien que vous avez fait des cloisonnements sur votre propriété. Si les bois ne sont pas battus en direction des cloisonnements, ça n'a aucun sens d'avoir fait des cloisonnements. Et ça va être plus difficile derrière pour tout ce qui est débardage de sortir les bois. Donc vous allez avoir plus de risques de dégâts suite au débardage. Donc c'est comme ça beaucoup de petites subtilités à prendre en compte. Et c'est là où on vient optimiser le temps et donc l'argent et donc aussi la la vente de nos bois et la gestion de notre forêt, en fait, hein. C'est ça. Oui, et encore une fois, c'est tout une question aussi de temps que l'on veut consacrer à la Oui. vente de ces bois. Si votre forêt est à 4 heures de chez vous, que vous alliez une fois par an, il faut pas imaginer vendre ces bois tout seul, j'ai envie de vous dire. Oui. Passer par un gestionnaire, ça sera beaucoup plus raisonnable. Le gestionnaire vous couvrira en cas de problèmes, de malfaçon, on va dire, et vous vendrez vos bois en toute sérénité. Votre forêt, vous êtes sûr que derrière, elle est après l'exploitation, vous gardez C'est remis en état. C'est remis en état, c'est ça. Vous avez toujours une belle propriété. Et puis on a quelqu'un qui est capable de relancer, de faire des courriers recommandés. Il y a plus un peu, on a quelques ornières, on fait le travail derrière, quoi. Ouais, Un travail de suivi. Oui, c'est ça, parce que malheureusement ou pas, c'est quand le chat n'est pas là, les souris dansent. Ouais, c'est Donc normal. c'est un peu, mais c'est un peu tout le temps. Je pense C'est que vrai en pour forêt un architecte qui fait une voilà, maison, hein. c'est vrai en forêt comme ailleurs, c'est que si les entreprises, vous n'êtes pas toujours derrière elles, à les relancer, à les suivre, eh ben elles se permettent comment dire, des largesses. Bah, le temps, time is money, il faut aller vite, C'est ça, il faut c'est gagner de ça, l'argent, donc on a besoin toujours de quelqu'un qui puisse nous accompagner, enfin nous dire comment est-ce qu'on doit faire. Et puis le gestionnaire, il connaît quand même, il connaît son territoire, il sait là où il faut passer, il a quand même une connaissance terrain qui est pas, qui est pas inutile, hein. Bien sûr, Je et crois. il connaît aussi les entreprises. Il connaît aussi les entreprises, ouais. Parce que c'est aujourd'hui une des grosses problématiques que l'on peut avoir en France, c'est aussi le manque de main d'œuvre en forêt. Donc Ça, ça, c'est encore un sujet, hein. Voilà, donc là vous avez beaucoup d'entreprises qui sont plus ou moins recommandables. Et ça, le gestionnaire saura faire le tri dans ces entreprises. Grâce à l'expérience terrain, quoi. C'est ça, grâce à l'expérience terrain. Et derrière, on sait qu'avec telle ou telle entreprise, vous savez qu'il faut passer plus de temps sur le terrain parce que derrière, vous avez des risques justement de malfaçon. Ok, ça c'était une bonne parenthèse, mais il fallait l'ouvrir. Donc elle est fermée, on peut passer à revenir à un sujet qui nous intéressait, c'est-à-dire les deux grandes familles de vente, c'est-à-dire la vente de bois en bloc sur pied et la vente de bois bord de route. On est d'accord? C'est bien ça. On dit quoi de plus après ça? Que je vais détailler les deux modes de vente. Oui. Donc, quelles sont les spécificités de ces deux modes de vente? Donc, je vais commencer par la vente de bois en bloc sur pied. C'est la plus facile, est-ce qu'on peut dire ça? Techniquement, c'est la plus facile, c'est le mode de vente le plus facile à mettre en œuvre. C'est la plus risquée C'est pour un des partis.
C'est là où le suivi est le plus important, on va dire. Ok. C'est-à-dire, le risque, entre guillemets, il y a la vie de personne est en jeu, entre guillemets. Non, non. C'est juste le fait que, encore une fois, vous maîtrisez qu'une partie de la chaîne de vente, et ça veut dire que vous êtes soumis à autrui pour tout le reste de la chaîne de vente. Vous la maîtrisez pas, en fait. Donc ça reste le problème quand vous faites des ventes en bloc sur pied, c'est la maîtrise, enfin, ou la non-maîtrise, entre guillemets, de l'exploitation. Donc maintenant, comment ça se passe une vente de bois en bloc sur pied? Donc le gestionnaire ou le propriétaire va passer sur la coupe, marteler les bois à récolter. Inventaire avant? Pas forcément. Ok. Du moment où vous fournissez à l'acquéreur un inventaire des bois à exploiter, c'est le principal. Ok. Diamètre? Diamètre 1,30 m ou circonférence Classique. en fonction du gestionnaire, du propriétaire, ce qu'il préfère. Et on martèle ou on marque d'un coup de peinture les bois qui vont être exploités. C'est ça, tout à fait. Donc, ce qu'on préconise aussi dans les ventes de bois en bloc et sur pied, c'est bien entendu de faire ce qu'on appelle une marque au corps et une marque à la racine. Mhm. C'est-à-dire qu'on puisse Oui, derrière... ça faut expliquer. Ouais. Faut expliquer ça. C'est que historiquement, historiquement, les gestionnaires forestiers donc marquaient les bois avec un marteau forestier, donc une espèce de petite hachette avec un estampillage sur la seconde face du marteau. Et on marquait donc les bois au niveau de la racine. Et les bûcherons devaient systématiquement couper le bois au-dessus de cette petite marque qu'avait fait le gestionnaire pour que le gestionnaire puisse contrôler que l'arbre qui avait été exploité, c'était bien celui qui avait été marqué. Aujourd'hui, notamment dans les peuplements résineux, où vous avez tendance à marquer un grand nombre de tiges à la journée et puis à l'hectare, on marque plus souvent la bombe de peinture. Donc je reviendrai Oui. sur le marquage après. Donc voilà, vous allez vendre en bloc et sur pied vos bois, c'est-à-dire donc vous allez faire le martelage, et une fois que vous aurez fait le martelage, vous allez faire une estimation du volume. Cette estimation du volume, vous pouvez la communiquer à l'acquéreur ou aux acquéreurs, sachant que cette estimation de volume, elle n'implique que vous. Vous allez laisser à l'acquéreur la possibilité de refaire ses volumes. La libre appréciation de ce que vous lui avez dit. C'est ça, tout à fait. Et si vous avez été trop, entre guillemets, trop faible dans l'estimation de vos volumes... Le vendeur est souvent généreux et l'acheteur est souvent regardant. C'est normal. C'est ça. Le jeu. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'après tout ça, en fait, finalement, le côté positif là-dedans, c'est que peu importe finalement que vous ayez vendu 100 ou 120 mètres cubes finalement pour vous. Ce qui compte, c'est la taille du chèque à la fin, en fait. Oui, bien sûr. C'est la négociation qu'on va entamer avec l'acheteur de bois. C'est ça, tout à fait. Où on va être d'accord sur un prix, sur une qualité et sur un mode d'achat. C'est ça, tout à fait. Et voilà, on s'est mis d'accord sur un nombre de bois exploités, sur une fiche de coupe. Sortie de ce cadre-là, vous savez que si l'exploitant vient couper plus de bois que c'était prévu, eh ben, il va falloir qu'il paye. Il va falloir qu'il paye. Alors, au prix moyen de ce qu'il a acheté préalablement. Là, il y a litige. Là, il y a litige, quoi. Donc, c'est pour ça que je vous dis que voilà, on aborde une problématique de la vente de bois. Ça arrive. Ça arrive. Souvent. Ça peut arriver parce que. On fait pas gaffe des fois. C'est ça, une erreur. Enfin, le bûcheron peut faire une erreur, ça arrive à tout le monde. Et puis des fois aussi, vous avez le problème que quand vous marquez un bois en tant que gestionnaire, eh bien, quand vous faites, imaginons, de l'éclaircie, notamment, c'est encore plus vrai dans les éclaircies feuillues, c'est que vous avez marqué un bois, mais vous n'avez pas fait attention. En face de ce bois-là, il tombe que dans à un seul endroit. Et à l'endroit où il doit tomber, il y a un autre bois. Donc, de toute façon, le bois que vous avez marqué va faire un chablis. Donc, ce qu'on appelle un chablis, c'est un bois qui n'était pas marqué, qui est tombé. En général, ce bois qui est déraciné, il passe, entre guillemets, c'est du bonus pour l'acheteur. Et c'est là on arrive quand même aux limites de la vente de bois en bloc et sur pied. C'est ce fait que derrière, pour le contrôle du volume et des nombres de bois, c'est quand même pas évident. Et puis, on peut raconter une histoire que j'ai vécue il y a quelques semaines, où je suis rentré en négociation parce que
l'exploitant, l'acheteur de bois, a coupé les bois sur la propriété voisine, qui n'est pas le propriétaire qui a donné l'ordre. Résultat, j'ai le propriétaire voisin qui dit que les chênes qu'on a coupés chez lui valaient extrêmement cher et que c'était les plus beaux chênes. Va savoir 1 mois et demi après. On peut savoir, enfin, on va discuter, mais ça pose un problème. Et quel problème en plus Quel problème? C'est-à-dire que on a un expert qui a été mandaté par ce propriétaire qui a dit voilà, c'était des chênes à X euros, et nous derrière on dit non, bon bah déjà on a fait une bêtise parce que les limites forestières étaient peut-être mal faites. Je rentre pas dans le détail du dossier, mais voilà, il a été cherché chez le voisin et maintenant on a une discussion, il va falloir payer et à son juste prix, sauf que maintenant tout est parti, quoi. Ah oui, mais en général, dans ce cas de figure, ça coûte très cher au propriétaire qui est mis en défaut. Hein. On est bien d'accord. Et ça coûte cher aussi, peut-être aussi à l'exploitant. Et à l'exploitant, ouais. Enfin, après, en fait, on a créé un sac de nœuds. Donc, le mieux, c'est de ne pas. De ne pas en arriver là. T'es d'accord? Ah, je suis tout à fait Je crois que c'est mieux. Ouais, c'est vrai que je suis d'accord avec toi sur le principe. C'est pour ça que moi, la vente en bloc et sur pied, j'ai pas envie de dire que c'est quand même un mode de vente d'un autre temps. Donc, en fait, la vente en bloc et sur pied, ça s'accommode bien avec certaines coupes. C'est-à-dire que quand vous êtes, imaginons sur des coupes à blanc, donc des coupes rases, des coupes définitives, dans du feuillu, dans du résineux, ok, pourquoi pas faire une vente de bois en bloc et sur pied. Je vois pas le problème. De toute façon, vous savez que tous les bois qui vont être coupés, il doit pas y en rester sur la parcelle. Tous les bois vont être coupés. Si vous avez fait correctement votre travail d'inventaire, vous pouvez pas, entre guillemets, vous faire arnaquer, avoir. En dehors de ça, du moment où c'est de la coupe d'amélioration, pour moi, je privilégierais quand même la vente de bois bord de route. Allez, malgré quelques petites, comment dire, Quelques limites, quelques limites. C'est ça, tout à fait, ouais, quelques limites. mais à l'unité de produit. Alors, soit après, donc là, on rentre dans le détail encore de l'unité de produit ou Bon, on peut ou en en dire bloc. deux mots. On peut ou en en dire bloc. deux mots. Alors, On en dit deux mots quand même. ben, est-ce que c'est maintenant qu'il faut en parler de l'unité de produit ou pas? Parce que, Adrien, l'unité de produit, ça peut s'appliquer autant à la vente de bois Oui. sur pied que bord de Oui. route. Donc finalement, c'est une sous-modalité C'est vrai. des deux grandes C'est vrai, modalités que sont la vente de c'est bois vrai. On peut en sur parler pied après, tu ou as bord de raison. route. On peut en parler après. Mais quand tu vas en bord de route, Et ben, ce qu'il y a de bien, c'est que tu sais ce que tu as exploité, ben c'est ça, et donc tu sais ce que tu vends. je trouve. Mais revenons à l'unité de produit après. On reviendra à l'unité de produit après. Donc Ok. voilà, donc moi En voilà, bloc, on a compris. voilà, donc moi On a compris. encore une fois, donc voilà ce que je conseille. Du moment où c'est des coupes qui sont simples à réaliser, du type coupe rase autant résineuse que feuillue, la vente en bloc sur pied, ça va très bien. Du moment où vous passez dans de la coupe d'amélioration, où vous devez faire plus du prélèvement dans le peuplement, pour moi, je privilégierais la vente de bois bord de route. Pourquoi? Parce que vous avez un bien meilleur contrôle sur les volumes qui sont exploités. C'est vous qui êtes responsable de l'exploitation. Les entreprises, vous pouvez leur donner les consignes que vous souhaitez. C'est vous qui les payez, donc elles sont quand même tenues de respecter ces consignes. Parce que si elles font mal le travail, vous ne les payez pas, donc ça les incite à faire le travail correctement. Et entre guillemets, une fois que c'est bord de route, vous savez qu'il y a que vous, en tant que propriétaire, qui rentrez sur votre propriété. Qui cube? Alors là, on va rentrer encore dans des sous-modalités, en fait. Mais tu m'obliges à te poser la question. Dans des sous-modalités qui sont la vente à l'unité de produit ou en bloc. Donc l'unité de produit, ça porte très bien son nom. C'est-à-dire que c'est vendu à l'unité de produit, donc c'est soit le cube bûcheron qui fait foi, soit le cube usine. Ce qui est pas mal. Parce que le bûcheron, il est payé au cube. C'est bien ça. Et donc, plus il cube, plus il est payé. C'est ça. Donc, j'ai envie de dire, il va pas sous-estimer le volume. Oui. On est d'accord? Encore une fois, après, vous avez le risque de, quand c'est en cube bûcheron, que ce soit justement plutôt l'inverse, ça soit surestimé, que le bûcheron ait un compas qui cube un petit peu fort, et que vous finissiez par payer, entre guillemets, plus de volume exploité qu'il en existe vraiment au bord de la route. Donc, oui. C'est un peu la problématique. Donc, ce que je disais, donc on rentre dans les sous-modalités que sont vente à l'unité de produit ou en bloc. C'est-à-dire qu'à l'unité de produit, donc ce sera
le propriétaire sera payé sur le cube réel, alors qu'en bloc, ça sera payé sur un cube estimatif. Donc là, on rentre dans des détails. C'est pour ça qu'après, on dit qu'il y a 2 gros modes de vente. Vente sur pied, vente bord de route. Et après, vous avez des sous-modalités. Donc, vous avez du bloc, vous pouvez avoir de la vente en bloc sur pied. Vous pouvez avoir de la vente à l'unité de produit sur pied. Vous pouvez avoir de la pré-vente à l'unité de produit. Oui. Donc ça, c'est encore des choses différentes. C'est-à-dire que vous fixez un prix bord de route Avant d'avoir coupé les bois, pour des bois que vous vendez sur pied. mais c'est le vendeur qui est responsable de l'exploitation. C'est l'acheteur dans ces cas-là. C'est l'acheteur. Donc c'est l'acheteur qui est responsable de l'exploitation, mais l'acheteur est payé sur un prix prédéfini avant que les bois soient exploités en Voilà. fait. Donc c'est Je le conseille pas. Enfin si, avec un pro, mais pas en direct. des modes de vente qui sont assez utilisés dans certaines régions de France. Ouais. Pareil, moi je suis pas. Ce qui est bien, c'est que ça vous garantit un prix de vente une fois bord de route, une fois les bois bord de route. Oui. Mais moi c'est c'est le seul avantage que j'y verrais quoi. Bord de route, vente en bloc et sur pied. Est-ce qu'on parle d'une unité de produit? C'est ce que je te disais justement, l'unité de produit. Aujourd'hui, donc, Moi, je trouve que c'est intéressant. ouais, en fait, c'est le nerf de la guerre, en fait. Pour moi, c'est le plus intéressant. C'est de la valorisation, en fait. Hein. Ah là, on est purement dans la valorisation. Imaginons sur des chaînes à 300 euros le mètre cube. Si vous avez que vous vendiez 100 ou 110 ou 115 mètres cubes ou 80 mètres cubes, ça fait une grosse différence à la fin sur le chèque. Hein. Je crois. Hein. Donc c'est pour ça que c'est très important. Après, si je peux faire comme une petite parenthèse sur l'unité de produit en résineux, aujourd'hui quand on travaille sur du résineux, style Douglas, épicéa, sapin, on est passé beaucoup sur ce qu'on appelle du cubage usine. Oui. C'est-à-dire que vu que les bois sont façonnés mécaniquement, donc avec une abatteuse, ce sont des bardets au porteur, et que entre guillemets sur le cubage des piles bord de route, des piles de billons, vous avez tout un coefficient de foisonnement qui rentre en compte. Okay. Aujourd'hui, ce que les sieurs et ce qui est en train de se démocratiser, donc c'est le cubage usine, c'est-à-dire qu'à l'entrée de chaque scierie industrialisée aujourd'hui en résineux, vous avez un cubeur. Et c'est un cubeur certifié qui est certifié par un label. Et c'est le cube, justement, le cube réel qui est rentré à la scierie qui est payé au propriétaire. Très bien, c'est bien ça. Puis en plus, tout est contrôlé. C'est hyper contrôlé. Ouais, c'est hyper contrôlé, c'est quand même très self. Ok. Qu'est-ce qu'on peut dire pour finir sur ces ventes de bois? C'est quoi ta préférée donc? Ah, moi, j'ai pas de vente de bois préférée. Moi, encore une fois, je pense que là, il faut vraiment adapter son mode de vente de bois au type de coupe que vous réalisez. Okay. On peut pas dire qu'il y en a une qui soit mieux que les autres. C'est vraiment adapter encore une fois selon les coupes et les travaux que je vais avoir à faire. Les travaux, entre guillemets, peu importe, mais vraiment, c'est en fonction du type de coupe que vous allez réaliser. Okay. Est-ce que c'est une coupe d'amélioration? Est-ce que c'est une coupe définitive? Voilà. Est-ce que les bois ont une grosse valeur? Est-ce que les bois ont peu de valeur? Alors ça, on n'a pas abordé le sujet, mais c'est un élément à prendre en compte. Et voilà, encore une fois, réfléchissez bien, c'est une étape importante. La vente des bois, c'est une étape très importante dans la vie d'un propriétaire, dans la vie d'un peuplement. Prenez le temps de réfléchir, demandez des conseils aux gens qui vous entourent, à votre gestionnaire. Lisez aussi, ouais, c'est très important. Il y a les podcasts, de Good Morning Planet, mais pas que. Il y a les CRPF. C'est ça. Il y a des techniciens forestiers, mais les CRPF, c'est intéressant quand même. Tu peux peut-être nous dire un mot sur le CRPF? Ouais, les CRPF, donc les techniciens de CRPF ou de chambre d'agriculture sont tout à fait à même de vous conseiller sur quel type sur quelle modalité de vente vous devez partir pour vendre vos produits bois. Ils ne rentreront pas dans le conseil commercial, hein, parce que c'est l'État quand même. Hein. On est d'accord? Donc ils vont pas nous dire vous devez prendre cet exploitant-là plus qu'un autre, ou vous devez vendre vos bois à un scieur plus qu'un autre. Théoriquement, c'est pas leur métier de faire ça. C'est pas leur métier, on est d'accord. C'est pas leur métier. Voilà, mais il faut le préciser. Mais ils vont venir là dans le conseil technique. Donc c'est aussi possible. Hein, c'est possible. Donc après, moi je terminerai, donc, une fois passé le CRPF, je terminerai juste que, pour vous préciser que voilà, si je reviens sur un type de vente, la vente de bois sur pied, dans un contexte comme aujourd'hui, notamment, moi je parle d'une région que je connais bien, le Nord-Est,
La vente de bois en bloc et sur pied, c'est une vente de bois qu'on a vu quand même fortement réduire au cours des dernières années, notamment sur tout ce qui était épicéa, Oui, avec le risque de scolite. évidemment. Les acheteurs ne voulaient plus prendre le risque Bah oui. d'acheter des bois en bloc et sur pied, À juste parce titre. que d'une semaine sur l'autre, vous aviez des bois qui séchaient. Donc ça, voilà, encore un autre paramètre à prendre en compte C'est ce qu'on vit aujourd'hui. actuellement. Hein. Là, on est en plein on est en plein dedans. Vraiment, si on a un printemps 2021 qui est sec, ça va encore être compliqué pour les épicéas et pour la vente des résineux en général. Est-ce qu'on peut peut-être, parce qu'on a parlé donc de la vente des bois, euh, alors quand j'ai une forêt d'une taille minimum, parce qu'on ne peut pas faire ça sur des forêts de 10 hectares, c'est clair, on peut dire un mot sur le contrat d'approvisionnement. Tu vas nous refaire un podcast sur le contrat d'appro, parce que je pense que c'est un sujet, nous, qui nous anime, que l'on aime bien. On pense que c'est aussi une réponse, c'est pas là, mais une réponse. Tu peux peut-être nous dire un mot là-dessus? Oui, bah, pas de souci, rien. Donc le contrat d'approvisionnement, c'est quelque chose qui est vraiment dans l'air du temps et qui, je pense, va se démocratiser dans les années à venir. Le contrat d'approvisionnement, ça consiste en fait, et l'intérêt pour un propriétaire qui possède une grosse surface forestière, c'est de pouvoir quand même sécuriser une partie des ventes de ces bois. On voit que l'ONF est parti sur ce mode de vente aussi. L'ONF qui est un gros, un gros faiseur aujourd'hui en forêt. L'ONF essaie de sécuriser une partie de ses ventes de bois par les contrats d'approvisionnement, c'est-à-dire que l'ONF, avant de débuter sa saison d'exploitation, va prospecter ses clients en leur demandant, voilà, aujourd'hui, quel prix vous me payez telle qualité? Est-ce qu'on peut s'entendre sur une base de prix pour toute la saison? Ok. Donc vous me dites, aujourd'hui, l'épicéa, bord de route, vous êtes capable de me le payer X euros? Est-ce que vous pouvez vous engager sur toute cette saison? Ok. Vous vendez une partie de vos bois en contrat d'appro, vous êtes sûr de les vendre, vous êtes sûr d'avoir un prix derrière, et encore une fois, quand vous êtes engagé avec un scieur, un industriel, derrière, en cas de pépin, notamment, je reprends encore une fois à la crise qu'on vient de connaître sur les scolites, entre guillemets, vous êtes plus à même d'aller négocier avec un sieur quand vous avez des infinités avec lui. C'est-à-dire que ça fait 3 ans qu'il vient travailler chez vous, vous lui faites 1000 ou 2000 mètres cubes tous les ans. Il connaît le terrain. Il connaît le terrain et derrière... Il connaît la qualité des bois, parce que selon les terroirs, on n'a pas les mêmes qualités des bois. Hein. Dans le chêne, notamment, on a des bois qui se fendent mieux, du rouge, enfin, Ouais. Tout un tas de critères qui font que le scieur on peut dire qu'il a des terroirs qu'il préfère. Oui, bien sûr, des origines de bois qu'il préfère. On est quand même dans un métier où l'humain est quand même très important. C'est sûr. Quand ça fait 2 ans que vous vendez 2000 mètres cubes au sieur, eh ben vous pouvez lui dire cette année j'ai du scolite, il faut que tu me fasses passer en priorité parce que tu vois, ça fait 2 ans qu'on travaillait ensemble. Moi j'ai vendu mes bois un tout petit peu plus cher parce qu'on a un contrat qui nous lie. Mais par contre, fais l'effort. Cette année, il faut que tu fasses l'effort pour m'aider si tu veux que les années prochaines, quand le bois sera plus rare, si tu veux qu'on continue à travailler ensemble. Oui, c'est un deal qui est gagnant-gagnant et sur un moyen terme intéressant. On évite de faire des contrats d'approvisionnement trop longs, par contre. Hein. Faut les durées 3 ans renouvelables si on n'a pas exploité tout ce qu'on devait exploiter. 3 ans plus 2. Ouais, après, donc là, on est vraiment sur du contrat. Là, c'est du partenariat. Là, on est carrément sur du contrat d'approvisionnement pluriannuel. Donc ça, c'est vrai que c'est un super principe. C'est du gagnant-gagnant. On indexe les prix. On indexe les prix. On essaye d'anticiper ce qui peut arriver, mais on se laisse des latitudes pour. Moi, voilà, ça c'est ces techniques de vente qu'on voit aujourd'hui beaucoup dans les pays scandinaves, aussi ce qu'on peut voir sur l'eucalyptus. Péninsule ibérique. Voilà, sur la péninsule ibérique. Donc, c'est ce qui se passe donc avec les papetiers. C'est l'industrie, demain, ça sera ça. Aujourd'hui, la matière première, encore une fois, c'est tellement volatile. Plus personne, quand vous demandez aux industries qu'elles investissent des millions d'euros dans un outil de production, vous leur dites, bah, demain, peut-être vous aurez du bois, peut-être vous n'en auriez pas. Aujourd'hui, il faut se rendre compte qu'il faut que tout le monde retrouve son compte dans le bois, quoi. Non, et puis, il faut dire quand même que notre forêt, c'est 100 millions de mètres cubes de production, c'est ce qu'elle produit. On sait en couper que la moitié à cause de la forêt qui est très morcelée. Donc on a quand même une industrie du bois. C'est compliqué de s'approvisionner en matière première bois. C'est le seul métier
où l'industrie est obligée de se fournir vers un particulier qui n'est pas, dont ce n'est pas sa profession de produire du bois. D'accord? Donc, lorsque l'on est fournisseur de l'industrie à moyen terme, 2, 3 ans, on met l'industriel dans de bonnes conditions, donc normalement, il doit nous faire une compensation en disant « je veux te fidéliser aussi ». Par contre, attention, encore une fois, il faut y aller accompagné. Je pense qu'on peut dire ça pour finir ce podcast. Et peut-être je finirai par une phrase de Richard Nixon sur la négociation, et je pense qu'elle est vraie dans le sujet qui nous a animés durant cette demi-heure. C'est qu'il faut toujours être prêt à négocier, mais ne jamais négocier sans être prêt. Et c'est vrai quand on vend ses bois, Xavier, je crois. On ne peut plus vrai quand on vend ses bois. Merci en tout cas de nous avoir écoutés. Nous sommes toujours ravis de pouvoir discuter comme ça de notre expertise, de notre passion. Tout à fait. De notre quotidien avec vous, et d'essayer de vous livrer quelques astuces, quelques savoirs, et puis on aime bien ces moments passés avec vous. À très bientôt. Si vous avez aimé, vous n'hésitez pas, bien sûr, à partager. Ciao. À bientôt.